Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de musique, on va parler d'histoire, on va parler de géographie, on va parler d'école, d'enseignement, on va parler de la Caraïbe, on va parler de musique et de SACEM, et puis aussi peut-être du métier d'avocate. Restez avec nous, vous êtes sur Zitata. Femmes. Merci d'être avec nous. Alors, c'est la première émission de l'année. Je vais vous souhaiter une très belle année 2022. Nos meilleurs vœux pour 2022. Comme ça rime, je pense que ça va bien coller. En tout cas, aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Bruch à ma gauche et Elsa Juston à ma droite. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Super. Et vous, ça a bien commencé l'année? Très bien, très bien. Et je vous souhaite également une très bonne année qui a l'air de commencer avec une espèce de pêche entraînante. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 1 heure environ. Donc, le principe de Forme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la télé, c'est pendant 1 heure, on apprend à découvrir nos invités. On parle d'elles, puisqu'on ne reçoit que des femmes. On parle de leurs activités et de ce qui les motive. Mais je vais vous laisser vous présenter, Emmanuelle. Emmanuelle Bruch, je suis déléguée régionale de la SACEM depuis peu. J'étais avant avocate et voilà. C'est vite fait. Ok. Elsa? Elsa Juston, je suis professeure agrégée d'histoire géo, j'enseigne au lycée de Bellevue et je suis aussi présidente de l'association Oliron-la Caraïbe. Voilà, une association dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que tu en as entendu parler, Emmanuelle? J'avoue que pas encore. Voilà, donc on va la découvrir ensemble. Ouais. Et puis bon, on va parler aussi de la SACEM. C'est vrai qu'on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas bien comment ça marche. On sait que ça représente donc les auteurs-compositeurs, c'est ça? Oui, ça. Oui, oui c'est cela, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà, et puis on va quand même un petit peu parler du métier d'avocate. Oui. Tu es toujours avocate ou pas? Alors non, parce qu'on ne peut pas cumuler le statut d'avocat avec un statut de salarié. Donc j'ai dû me faire remettre. D'accord. Donc rendre ma robe. Ok, mais que tu pourrais récupérer? Que je peux récupérer à tout moment, bien sûr. Ok. On va revenir sur vos parcours et là on s'arrête sur une rubrique qui est toujours rituelle. Donc au début de cette émission, c'est la rubrique Focus. Alors, dans la rubrique Focus, on va parler... Enfin, je préfère qu'on regarde la vidéo. C'est une bande-annonce d'un film qui s'appelle Rose, qui a été réalisé par Aurélie Saada, qui est membre d'un groupe de musique. Alors, je ne savais pas qu'elle faisait des films. C'est son premier long métrage. On regarde la vidéo et puis après, on en parle juste après. Maman, tu décroches? Non, toujours pas. Les Juifs dans le deuil ont une étrange habitude, ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis veuve. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. T'occuper de toi. Quoi, m'occuper de moi? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge? Moi, je vous trouve très bien, très belle. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Mais pourquoi vous parlez comme ça? Je vous entends très bien. Mais où tu vas avec ce maquillage aussi? Qu'est-ce que t'as en ce moment? Le dernier homme qui m'a dragué, c'était mon mari. Ton vœu le plus cher, tout de suite maintenant. Baiser. Ok. Amène-moi aux Galeries Lafayette. C'est papa qui te manque, hein? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite? Que cette soirée ne finisse jamais. Voilà, un film qui a l'air quand même très réjouissant. Alors, sur un thème qui est la sexualité des seniors. C'est vrai que c'est un thème dont on parle peu, hein. Elsa, qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, je pense que c'est un thème dont on parle peu, mais dont on parle peu surtout qu'il s'agit de la sexualité d'une femme. Et je pense que c'est là où c'est intéressant et je pense que ce film doit peut-être nous amener à y réfléchir, autrement en tout cas. Qu'est-ce que ça t'inspire?
C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que même parfois on s'imagine pas que ça existe en réalité. À quel âge on s'imagine C'est ça. qu'il n'y a plus de sexualité, notamment pour une femme? Parce qu'un homme, par exemple, un homme peut faire des enfants très tard. C'est ça. On connaît des hommes qui, à 62 ans, 63 ans, 65 ans, voire plus, ont des enfants. Ouais. Mais une femme, effectivement, il y a la ménopause, donc effectivement, on a l'impression qu'avec ça, peut-être, s'arrête la sexualité. Alors que non, en fait, ce film-là, que je n'ai pas vu, hein, mais j'ai trouvé que la bande-annonce était très intéressante et amenait sur un sujet, effectivement, un peu tabou, non? Alors, à quel âge on s'imagine que la sexualité d'une femme s'arrête? Moi, j'avais été surprise de voir les déclarations de je ne sais plus qui, son nom m'échappe, qui avait fait des déclarations comme quoi à partir de 50 ans, une femme, il ne pouvait plus s'imaginer la toucher, parce que ça c'est un point de vue d'homme. Mais je sais pas, moi dans ma tête, je m'imaginais qu'à partir de 60 ans, mais c'est complètement faux d'ailleurs. Mais c'est vrai que, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Elsa? Je me suis jamais posé la question. Tu t'es jamais projetée dans ça? Non, mais par contre, ce que je vois, c'est que dans le cas de la femme, la sexualité, elle est beaucoup associée à la possibilité d'avoir des enfants. Que ça, oui. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Et justement, le problème vient de là. Est-ce que le corps de la femme n'est désirable que durant cette période où elle peut enfanter? Ceci dit, quand elle est enceinte, elle est plus ou moins, Exactement. Elle est plus ou moins désirée d'ailleurs quand elle est enceinte. Parce que tu as des hommes qui, quand leur femme tombe enceinte, disent surtout je te touche pas, ça va faire mal au bébé. Bon, ça, on entend ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais je pense quand même que les hommes, enfin en tout cas dans l'imaginaire collectif, vieillissent mieux que les femmes. Et la question de la sexualité. Dans l'imaginaire, oui. Dans l'imaginaire. Mais est-ce que la femme, vous en tant que jeune femme, vous vous projetez dans cet après, bon, effectivement, la ménopause, éventuellement le désir, parce qu'on parle du désir aussi, le désir qui peut être aussi mal vu, non seulement chez une femme, et à partir d'un certain âge, avec effectivement la fonction de génitrice qui est assignée à la femme, a fortiori quand elle a 60 ans, 65 ans, 75 ans, voilà. Après, personnellement, je ne me projette pas plus que ça. Je pense aussi que c'est le contexte sanitaire qui fait qu'on avance pas à pas. Ouais. Maintenant, je pense que les choses changent et que le plaisir aujourd'hui, il est assumé, les femmes s'assument et c'est tant mieux si, même en ayant atteint un certain âge, qu'on continue à le faire. Juste sur la question de la sexualité, est-ce que vous trouvez qu'on parle beaucoup de sexualité, pas assez, ou pas, voilà, beaucoup, ou juste ce qu'il faut? Tout dépend. Je pense qu'on en parle beaucoup, maintenant sous une forme qui n'est pas toujours la plus adaptée. Laquelle, par exemple? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'images qui sont liées à la pornographie, une pratique de la sexualité qui est beaucoup notamment liée... chez les jeunes, d'ailleurs. On parle peu de ça, il va falloir qu'on en parle, parce que la pornographie chez les jeunes a des effets, d'ailleurs, et est assez courante. Oui, très courante, et puis... je pense que c'est un effet sur la manière de découvrir son corps, enfin leur manière de se découvrir, de mener une sexualité, et c'est pas toujours bénéfique. Qu'est-ce que tu voulais dire, Emmanuel? Tu as dit trop, et quand j'ai dit qu'il y avait des effets... Non, j'ai dit que, d'ailleurs, j'ai pu m'en apercevoir quand j'étais avocate. On avait des dossiers assez inquiétants sur la façon dont des jeunes, même des enfants, pouvaient, parce qu'ils s'étaient égarés à un moment sur le net et avoir eu accès à des images pornographiques, reproduire des gestes entre eux avec parfois de la violence, avec... moi, ce qui m'interpellait également juste avant, c'est que on parle de sexualité, mais on ne parle pas beaucoup de désir, en fait. C'est ça. Parce que dans la problématique du désir, quand une femme vieillit, il y a une espèce de prêt-à-penser, où même nous, en tant que femmes, on se dit, mais après la ménopause, je n'aurai plus, moi, de désir. C'est pas je serai plus désirée, c'est moi, je n'aurai plus envie de désir. Voilà, j'aurai plus de désir, j'aurai plus de libido. Et je pense que c'est faux, en fait. Mais c'est des choses dont on commence à être conscient, en fait. Et après, c'est vrai qu'on ne se posait pas forcément la question. Mais la sexualité, pour moi, elle est un peu partout. Et je suis assez d'accord que pas forcément encadrée pour faire passer des messages, notamment sur le désir de la femme. Quand on en vient, par exemple, au consentement ou quoi, dans les films porno, ils vont mimer parfois des résistances du côté de la femme, mais qui seraient empreintes de désir, et que, en fait, un enfant ou quelqu'un qui ne connaît pas va penser... Voilà, le nom, enfin voilà. Voilà, que ce nom, c'est pas un bon nom. Voilà. En fait, elle dit qu'elle veut que je fasse mal, mais que je fasse du bien. Et en fait, c'est vrai que les femmes
commence à prendre la parole, et plus la femme prendra la parole, et plus l'homme aussi il sera conscient aussi de ce qu'on ressent. Mais je pense que le désir n'est pas souvent abordé du côté de la femme. Comment elle désire, et à partir de quel âge et jusqu'à quel âge. C'est ce que soulevait ou soulignait Elsa tout à l'heure. On pourrait y revenir d'ailleurs, juste en passant, Aurélie Saada en fait fait partie du groupe Brigitte. Et le groupe Brigitte, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Brigitte. Oui, tu connais Elsa? Oui, je connais. Ils se sont fait, enfin, ce sont deux femmes avec Sylvie Waro. Alors, Aurélie Saada, c'est, disons, la fille sexy. Et Sylvie Waro est plus calme, mais c'est un duo vraiment très, très joli, en fait, qui fait des choses très jolies et qui a percé dans les années, il me semble, 2009, 2010, et notamment avec My Benz. Oui, tout à fait. La reprise de My Benz. Et je dis ça à Emmanuel, parce qu'Emmanuel était agent de Lord Co, non? Oui. Et tu as travaillé avec Lord Co. Oui. Et enfin, j'étais surtout sa compagne en réalité. Oui, et puis voilà. je me suis retrouvée effectivement à prendre une part active dans sa profession. Mais c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Absolument. Et alors, et My Benz, non, c'était un petit clin d'œil, mais My Benz, c'était effectivement une espèce de tube, par parenthèse, qui mettait d'ailleurs les femmes. Absolument. Hyper macho. Hyper macho, en avant, de façon extrêmement sexualisée. Oui. Non, je n'ai pas un commentaire. Voilà. Ça. Voilà, on va s'arrêter là. Absolument. Donc, c'était le petit clin d'œil donc, à My Benz et à Brigitte. Avant de conclure donc, ce focus, je voudrais vous parler. Donc, c'est un article que sur lequel je suis tombée en fait, en allant sur Internet, donc de La Repubblica, donc, qui fait état d'une espèce d'épidémie, qu'on va pas appeler ça comme ça, de mode, en Corée du Sud. Où les hommes, et notamment des jeunes hommes, organisent des manifestations extrêmement violentes et où donc ils scandent des slogans anti-féministes, donc à bas les femmes qui détestent les hommes, et donc ils parlent même pour eux le féminisme c'est une maladie. Voilà, donc c'est quelque chose qui a l'air de se répandre. Donc c'est le journal italien, donc La Repubblica, qui nous en parle. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que bon, quand je fais des recherches sur Internet, des fois je tombe sur des choses, mais je ne ramasse pas tout, quoi. C'est-à-dire que je source et je fais attention à sourcer l'info. Et moi, je privilégie d'abord les sites d'information professionnels. Donc là, il se trouve que c'est un site italien, mais ça aurait pu être un site allemand, même si je ne parle pas allemand, mais bon, on le traduit, ou un site anglais ou français. Voilà, donc c'est important. Et comme j'ai une enseignante sur le plateau, j'insiste pour dire aux enfants que c'est extrêmement important d'aller à la source, de voir si ça se recoupe, etc. Et j'ai quand même retrouvé l'info. Donc bon, c'est quand même un fait qui est assez grave. Donc ces hommes, on a l'impression que depuis MeToo, on est dans une espèce... Est-ce qu'on n'a pas atteint la guerre des sexes, là? Question grave. J'espère pas. Après, je pense que c'est une question qui est complexe, mais qui révèle aussi les bouleversements de nos sociétés. Finalement, la place de la femme, elle est en train de changer, bon gré, mal gré. Et certains hommes ont du mal à l'accepter, c'est vrai, et à surtout se situer par rapport à la femme dans un contexte où elle prend de plus en plus de place. Alors, est-ce que le féminisme, c'est être contre les hommes? Pas forcément, c'est sûr, mais s'il est pensé comme ça, c'est que ça révèle quand même une certaine manière de percevoir la femme. Emmanuel? Moi, je trouve qu'en tant que femme, on vit un moment extraordinaire de l'histoire, un bouleversement même. Notre génération, on a une liberté en tant que femme qu'on n'a jamais eue avant. L'homme a du mal à se situer dans tout ça aujourd'hui. Je pense que c'est très compliqué. En tout cas, dans nos sociétés. Oui. Dans nos sociétés. Et c'est vrai que, comme tout bouleversement, il y a des extrémismes. Moi, par exemple, je n'ai jamais été adepte de la cause féministe à fond et tout. Ça m'a toujours un peu dérangée. Où j'ai certaines copines, dont une que tu connais très bien, avec qui parfois on a des discussions là-dessus où on n'est pas d'accord. Je pense qu'il faut laisser aussi sa place à l'homme. Et je ne suis pas étonnée qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des extrêmes comme ça qui, eux, ont l'impression de subir une situation. On sort quand même de... Excusez-moi si je parle trop, ça c'est le côté avocat, mais... Non, jusqu'à maintenant, tu as été... non, tu n'as pas beaucoup parlé, très sage, je trouve. Mais on sort quand même de je sais pas, centaines d'années où les hommes avaient à leur disposition, entre guillemets, un être humain qui était la femme. Voilà, oui, mais avec... c'était normal. D'un coup, moi d'ailleurs, je suis plus ça dans la génération de ma mère, mais les femmes se sont rebellées, entre guillemets, elles ont obtenu des droits.
nous, ça nous paraît normal, notre génération. Les hommes, ils s'adaptent, mais il faut trouver le bon dialogue, quoi. C'est compliqué pour eux c'est compliqué aussi. Pour eux, ouais, c'est compliqué. D'avoir une femme, et même nous, en tant que femme, de se situer, mais d'avoir une femme qui dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de toi. Je suis indépendante financièrement. Si je pense ça, tu n'es pas d'accord, eh ben, je m'en fiche. Voilà. Et avant, quand même les femmes, elles s'exprimaient même pas sur leurs opinions. Mais aujourd'hui, c'est pas, effectivement, je n'ai pas besoin de toi. Mais bon, je m'assume, tu t'assumes, et là, on peut se rencontrer. Absolument. Et là, c'est là peut-être qu'on peut commencer à construire vraiment une relation extrêmement riche. Mais il faut déconstruire, effectivement, ces rapports de domination qui perdurent, quoi. Des liens qui étaient d'ailleurs un peu malsains, parce que finalement, rien que de dire j'ai pas besoin de toi, mais en fait, l'amour et partager une vie et des projets avec quelqu'un, c'est pas avoir besoin de l'autre, c'est d'évoluer avec lui. Cela, donc on est peut-être en train d'aller vers ça. Ceci dit, certains comportements de jeunes femmes contredisent un petit peu ces choses-là aussi. Je pense qu'il y a surtout le poids des traditions qui est important, et la place qu'occupent des femmes dans des sociétés données explique ces difficultés aujourd'hui pour les hommes d'assumer. Mais pour les femmes aussi, parce que toutes les femmes ne sont pas prêtes non plus à être indépendantes et à s'assumer et à entrer dans une société différente. On continue, là on va rentrer dans vos parcours juste après ce jingle. Voilà, donc là on rentre, après ce jingle, on rentre maintenant dans vos parcours. Alors, Emmanuelle Bruch, tu étais avocate, tu nous l'as dit, et maintenant tu es déléguée générale, c'est ça ? Régionale de la SACEM. Martinique-Guyane. Martinique-Guyane, donc interrégionale. Comment tu passais de l'un à l'autre, en fait, de ce métier à celui-ci ? Alors en fait, comme indiqué avant d'être avocate, donc j'ai été aux côtés d'un artiste avec qui du coup j'ai travaillé, avec qui j'ai créé une société d'édition musicale, et donc j'ai travaillé pendant un certain nombre de temps dans la musique et dans le droit d'auteur avant d'être avocate, et dans le même temps que je faisais mes études en fait. Et après, j'ai adapté tous les stages que j'ai pu faire dans le cadre de l'école d'avocat pour que ça colle un peu à ce que je faisais. Donc, j'ai fait une partie au ministère de la Culture sur, à l'époque, le suivi de la charte sur la musique, où j'ai rencontré pas mal de gens, dont un à l'époque qui était stagiaire, qui juste après était devenu le patron de Dailymotion. Maintenant, il a encore évolué, mais des gens qui sont intervenus de façon assez déterminante dans les évolutions qu'il y a eu dans le secteur de la musique au moment du bouleversement de la révolution digitale, entre guillemets. Et après, donc, voilà, j'ai travaillé à ses côtés, donc avoir parfois un peu la casquette d'agent, parfois un peu, et surtout la casquette de travailler dans la prod aussi, et dans les éditions. Et puis, après, quand on s'est séparés, j'avais mon diplôme d'avocat. Et ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais fait aussi un stage à Los Angeles dans une maison de disques, une petite maison de disques indépendante de hip-hop qui était à Hollywood. C'était très hip-hop. Bah oui. Voilà, musique urbaine. Musique urbaine. Et j'ai pu là-bas maîtriser les contrats en anglais, voir comment ça se passe au niveau des droits d'auteur, parce que c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Donc bon, j'avais déjà tout ce background, et après, quand je me suis donc séparée de mon compagnon, je suis devenue avocate, j'avais déjà ce diplôme, et là, j'ai exercé. Et tu étais d'ailleurs spécialiste de la propriété intellectuelle. En fait, ça faisait des années que je travaillais là-dedans, donc j'avais une vraie expérience de terrain en dehors des connaissances théoriques. Et j'ai commencé ici en Martinique, c'est-à-dire j'ai quitté Paris, je me suis à mon compte ici, dans le droit d'auteur, mais malheureusement, et peut-être qu'on en parlera, et je souhaite maintenant avec les nouvelles fonctions que je prends, contribuer à ce que la musique devienne un véritable modèle économique sur nos îles. Mais c'est vrai qu'il y a un problème là-dessus. Je n'aurais jamais pu faire fonctionner mon cabinet que sur de la propriété intellectuelle. Et donc, je me suis mis à faire des commissions d'office à l'époque, au début. Et puis après, je me suis prise de passion pour la défense pénale, donc j'en ai fait énormément. C'était plutôt sur la fin d'ailleurs mon cœur d'activité.
Et en fait, à ma grande surprise, la SACEM m'a proposé ce poste suite au départ de Christian. Christian que je connais aussi et avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler. Christian Boutan, et qui intervient d'ailleurs sur nos antennes. Voilà, mais que je salue. Et qui est resté à la tête de la SACEM pendant 35 ans. Ouais, presque 40 ans. Oui. Voilà, qui a fait beaucoup de belles choses pour la SACEM, pour les auteurs-compositeurs. Et avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler en tant qu'avocate, du coup, puisque quand il y avait des problématiques, il pouvait m'en parler de temps en temps. Et puis, on avait aussi commencé à réfléchir, moi, en tant qu'avocate. À l'époque, il y avait le bureau export et tout, avec la Caraïbe. Il y a des projets comme ça qui, je l'espère... On va parler des projets. C'est vrai que les enjeux aujourd'hui, c'est quoi, d'après toi, Elsa, les enjeux pour la musique martiniquaise, ce serait quoi ? Professionnaliser, j'ai envie de dire. Absolument. Déjà, parce que c'est un milieu dans lequel beaucoup de personnes travaillent sans vraiment être déclarées ou organisées. S'assurer aussi de mieux respecter la propriété intellectuelle également, parce que là, c'est pas propre à la Martinique. Vous êtes conseillère là, tu fais partie de ton conseil d'administration. Respecter la propriété intellectuelle. Et puis peut-être un enjeu lié à la rentabilité, à la fréquence. Qui est un véritable modèle économique. Exact. On a l'impression, juste par parenthèse, mais c'est bien qu'on ait l'échange. On dit, la Martinique a CASSAV. CASSAV d'ailleurs a été récompensé récemment, prix spécial SACEM, 40 ans, des milliers de concerts, le tour du monde, etc. Une musique qui est un ambassadeur pour nos îles. Et puis, à part quelques groupes comme ça, qui tirent leur épingle du jeu, on a l'impression que c'est compliqué d'en faire effectivement. Qui est un modèle économique, avec notamment les problèmes liés peut-être au streaming. Est-ce que des artistes gagnent leur vie avec le digital? Donc, effectivement, c'est un des enjeux, non? Ouais. Je pense, alors pour la Caraïbe, il y a des enjeux qui sont à mon avis plus larges, mais pour ici, la professionnalisation, c'est une certitude, est un problème parce que si on ne respecte pas la chaîne de droit, si on ne s'organise pas, déjà même en tant qu'artiste, avoir une structure ou quelque chose qui va facturer, avoir des contenus qui sont protégés et qui vont du coup après être identifiés, et quand on va répartir, l'argent viendra pour rémunérer cette œuvre-là. Donc il y a toute cette chaîne de droit qu'il faut que les gens arrivent à respecter. Chez nous, je pense qu'il y a aussi une question de génération. Parce que le renouvellement de génération ne s'est pas fait. C'est pas qu'il n'y a pas des artistes ou des jeunes artistes, il y en a. Non, il y en a. Mais ils sont dans l'underground depuis longtemps et leur moyen de se faire connaître, c'est YouTube. Et c'est un moyen qui ne permet pas forcément de respecter leurs droits. De les rétribuer Exactement. de façon pérenne. Donc c'est pour ça qu'on a un peu l'impression qu'après CASSAV et quelques grands artistes martiniquais, mais qui aujourd'hui sont assez, en tout cas ne sont pas tout jeunes, on a l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Alors qu'il y en a beaucoup dans un monde qui n'est pas forcément traditionnel et qui est plus lié à une jeunesse qui fait un peu les choses comme elle a envie, en fait, dans le milieu de la musique. C'est ça. Donc, il y aurait d'autres axes prioritaires là, auxquels n'aurait pas pensé Emmanuel, ça? Là, tout de suite, j'en vois pas d'autres. Voilà, donc on fait le lien. Donc ça fait partie donc, de tes priorités, professionnalisation. Il y en aurait d'autres? La professionnalisation, pour moi, ça passe beaucoup par la formation, mais il y a une autre problématique, à mon sens, qui est un peu l'enclavement aussi par rapport à, on n'aime pas employer ce terme, mais je vais dire à Paris. Ou même au monde. Oui, distribution, en termes de distribution, en termes de concerts, en termes de... C'est ça, mais mais même au monde, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, même pour signer un contrat avec une maison de disques, etc., on va aller à Paris. On ne va pas d'ailleurs aller forcément à New York, alors qu'il y a un vrai marché pour le répertoire créole aux États-Unis, qui est d'ailleurs bien plus important que la France en termes de volume. Ça, c'est une problématique quand même importante, mais qui, mine de rien, il ne faut pas croire, mais par exemple, la SACEM s'est positionnée en premier là-dessus pour négocier un système de rémunération de ce qui passe sur YouTube. Et les artistes, les auteurs, compositeurs, en tout cas, sont rémunérés sur ce qui passe sur YouTube. Mais il y a une problématique qui existe chez tous les artistes, et ce n'est pas particulier ici, c'est je veux promouvoir mon œuvre. Donc, je vais me dépêcher de créer un contenu sans faire un contrat, sans dire qui a quoi, etc. Je vais me dépêcher de le mettre en ligne. Et admettons, il y a un énorme buzz, allez, ça fait 1 million de vues et tout, il y a des sous.
Mais on sait c'est pas à qui qui, je facture comment, etc. Donc, parce que quand même, c'est une richesse et c'est un pas énorme d'avoir YouTube. Parce qu'un artiste qui fait le buzz sur YouTube, ça n'existait pas avant. Il fallait qu'il aille supplier des radios pour passer à la radio. Excuse-moi, je vais t'interrompre 2 secondes, Emmanuel. Donc, il fait le buzz, ça lui fait sa com. Mais même s'il est déclaré, etc., il faut qu'il fasse un paquet de vues pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. Oui, bien sûr. Mais auteur ou bien juste compositeur, tu gagnes des clopinettes. Hein. Bien sûr, mais il y a quand même encore des gens qui ne pensent pas aux rémunérations et qui pensent juste à être exposés médiatiquement. Et c'est un problématique qu'on trouvait déjà à l'époque en télé ou en radio. Hein. Il y a des radios qui disent « Non, mais moi, je leur fais de la pub, pourquoi je vais payer les droits d'auteur ?» vous voyez Donc... Ok, on va continuer tout à l'heure et on va parler notamment de l'exportation de nos musiques. Effectivement, on donne la parole à Elsa, qui est donc, je l'ai dit, professeure en lycée ou en collège? Alors, en lycée, mais en post-bac, c'est-à-dire que j'enseigne à des BTS. D'accord. Et donc, tu as agrégé d'histoire géo? Oui. Et tu es en train de faire ta thèse, ou tu es en train de réfléchir à... Voilà, j'ai réfléchi. Et j'ai l'impression, ces derniers mois, que les avocats aussi sont très sollicités, mais que les professeurs d'histoire ou que les historiens... Toi, tu dis que tu es professeur d'histoire, tu n'es pas historienne, donc tu vas me dire la différence, mais que c'est un métier où ce sont des gens qui sont extrêmement sollicités en Martinique ces derniers mois. Oui, c'est sûr. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... c'est le blockbuster des métiers, quoi. Alors, j'ai envie de dire qu'on a une demande sociale à retardement, parce qu'en France hexagonale, on avait à peu près la même chose vers 2007, avec plein d'enjeux autour de l'histoire, d'enseignement de l'histoire. Oui. Et chez nous, c'est depuis 2020, effectivement, on a cette demande sociale qui est très forte avec des enjeux qu'on connaît. Maintenant, oui, moi, je suis professeure d'histoire géo, et j'y tiens. C'est quoi la différence donc, entre historienne et puis... En fait, il y a les métiers de l'éducation nationale, donc des enseignants qui sont devant élèves et qui ont un CAPES ou une agrégation. Et puis, il y a le métier d'historien qui est, lui, rattaché à une université, à un laboratoire de recherche et qui utilise les archives pour pouvoir produire un certain nombre de contenus. Certains professeurs enseignants en collège ou au lycée sont aussi historiens, chercheurs, inscrits dans un laboratoire. L'un n'empêche pas l'autre. Mais par contre, il ne suffit pas d'avoir fait quelques années d'études d'histoire pour se dire historien. Pour moi, il y a une nuance et une humilité à avoir. Il y a des gens qui font un peu d'usurpation d'identité? Il y en a quelques-uns, je trouve, qui se mettent un peu trop en avant sur l'étiquette d'historien sans l'être vraiment, sans avoir fait de recherche et parfois même sans avoir fait des études d'histoire. Donc c'est assez problématique. C'est un petit peu embêtant, ça. Voilà. Mais ce n'est pas propre à la Martinique, hein. C'est assez général. Mais tu sais d'où ça vient, à mon avis? Moi, en tant que journaliste, tu sais, quand tu as besoin d'éclairer un fait, tu vas, j'appelle un tel et tout, tu ne sais pas, toi. Le type te dit qu'il est historien ou elle est historienne, tu dis, bon, monsieur est historien, elle est historienne. Il faut avoir cette humilité, comme tu dis, de dire mais non, je ne suis pas historienne, je n'ai pas étudié la question, on va voir un tel qui a étudié la question. C'est ça. Et puis même quand on est historien, on n'est pas spécialiste de tout non plus. Le propre de l'historien, c'est d'avoir choisi un sujet et d'avoir produit, soutenu une thèse et surtout avoir été reconnu par ses pairs, parce que ça aussi, ce processus-là est important. Parfois, on n'a pas soutenu de thèse, mais on est reconnu par ses pairs comme étant quelqu'un qui a fait avancer une question et qui a publié sur la question. Et donc, on est spécialiste de la question, pas de toute l'histoire de France ou de la Martinique. Et je pense que voilà, ce sont des aspects... l'histoire, c'est complexe. Et donc, les enjeux que l'on connaît aujourd'hui en Martinique révèlent cette complexité. Qui est liée effectivement à une période, à un peu l'identité aussi. Oui, tout à fait. Tu ressens ça, Emmanuel? Tu as ressenti? Enfin, j'invente rien. Ça déborde partout, sur les réseaux sociaux depuis 2020. Moi, j'avais pensé qu'on avait régler cette question? Alors moi, j'avoue que j'ai eu la chance d'intervenir en tant qu'avocate sur un procès à Paris qui concernait le tag de la statue de Colbert. Ah oui. Et j'ai eu la chance, moi, d'être invitée pour plaider aux côtés de Maître Germani, Maître Tacita et Maître... On va le retrouver tout à l'heure. Oui, c'est une femme extraordinaire, ça va me revenir. Et c'était surprenant, je dois dire, de voir que le procureur de la République à Paris, l'avocat de la partie civile qui était donc l'Assemblée nationale, découvrait que Colbert avait rédigé le Code noir. Et ce qu'il y a, c'est que oui, je pense qu'on ressent, même en tant qu'avocat, moi je faisais partie de la défense d'ailleurs, des personnes qui étaient en demande simplement d'une forme de justice dans la lecture des choses et des symboles qu'on met en avant. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que du coup il y a beaucoup d'interrogations.
Mais en même temps, effectivement, bon, j'ai envie de dire, l'histoire, c'est une matière vivante. Oui. Les historiens découvrent au fur et à mesure des choses. Bon, Oui. Colbert, il ne pouvait pas ne pas savoir quand même. 1785, OK. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être historien. Alors, sur le thème de l'esclavage, puisqu'on parle de ça, de cette partie de la colonisation, est-ce que l'enjeu, donc on a vu que la loi Taubira de 2001 a permis de faire avancer quand même ces questions-là. Oui. Donc, reconnaissance de crimes contre l'humanité, c'est la première fois qu'un pays, et la France est le premier pays à reconnaître la traite, l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Après, certains autres pays ont emboîté un peu le pas. Avec, je crois que c'était dans l'article 2, donc une mention spéciale sur l'éducation. Donc, l'éducation, donc c'est rentré dans les programmes scolaires. En 4e notamment, Oui, tu vas nous dire, Elsa. Alléluia. Moi, à l'époque, j'ai travaillé sur la flamme de l'égalité, Oui. un concours qui a été mis fait. en place par la ministre des Outre-mer, Georges Oui. Paul-Angevin, Oui. qui est un concours national, Oui. un petit peu comme le concours sur la déportation. Tout à fait, la résistance. La résistance, Oui. magnifique concours, donc il fait avancer les choses. Mais c'est long, quoi. On a l'impression. Et puis il y a le 10 mai aussi, le 10 mai qui est la journée nationale des mémoires. Oui. Sauf que l'enjeu, la question est un peu longue, hein, je suis désolée avec ça. Pas de souci. Est-ce que précisément, c'est pas que cette histoire-là arrive dans les manuels scolaires de tous les Français, pas seulement des Martiniquais, des Guadeloupéens, à ce qu'on appelle les Outre-mer, hein? Non, je vais dire évidemment, mais... C'est ça l'enjeu, mais pourquoi ça n'avance pas, ça? Pourquoi Alors, c'est une question qui est très, très complexe. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la loi Taubira a permis de faire avancer les choses et elle a fait rentrer ces questions dans les programmes et dans les manuels. Au national, ça y est. Maintenant, il y a une différence entre les manuels tels qu'ils sont publiés et l'enseignement tel qu'il est mené dans la classe. Ça, ce sont deux choses différentes. Et donc, charge au professeur, en fait, d'accorder une place conséquente à ces questions-là. Et ça, on ne peut pas s'en assurer. La liberté pédagogique fait que le programme, c'est le cadre. Maintenant, la mise en œuvre est dans la main des enseignants. Et c'est vrai que, voilà, au niveau national, parce que moi, je ne savais pas ça. L'enseignant peut. Oui. Il peut aller, si moi par exemple j'aurais voulu qu'on me parle des Tamouls par exemple, mon père m'a parlé des Tamouls parce que ses grands-parents étaient Tamouls, l'ont élevé une partie de sa vie, on m'a jamais parlé des Tamouls. Les royaumes africains, j'aurais bien aimé qu'on me parle des royaumes africains. Est-ce qu'on parle des royaumes africains? Et tu me dis que le prof a quand même cette liberté-là. Il y a un cadre, mais on a la liberté. Mais on a une marge de progression, on a une marge d'action en fonction de la thématique. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre avec des 4e, la question de la traite négrière, du commerce triangulaire, on peut très bien prendre le point de départ sur un royaume africain pour expliquer qu'il y avait une civilisation, qu'il y avait une vie avant l'arrivée des Européens et la mise en place de ce commerce-là. Il y a une marge de manœuvre. Maintenant, on ne peut pas tout faire, c'est sûr. Et puis, il faut être formé aussi. Parce que tu voilà. pas n'importe quoi. Tu vois, et c'est là que peut-être que l'historien et l'université ou les universités ont leur rôle à jouer pour dire allons éclairer cette partie-là. Et parce qu'il faut des supports. Les enseignants ont besoin de supports. Tu vois, des fiches qui disent voilà, Dahomey, etc. etc. Et c'est là le problème, parce que aussi bien sur nos régions Caraïbes que sur le continent africain, il y a des manques. On a besoin de personnes pour éclairer certaines thématiques, des publications. Parce qu'il faut savoir que le champ de la recherche en histoire dans les Antilles françaises, il est récent. Très, très récent par rapport à d'autres champs de l'Hexagone. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on est identifié comme étant un champ particulier. Et donc, il y a encore besoin d'une jeunesse, de chercheurs pour renouveler. Il y en a, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais je veux dire qu'il y a quand même certaines périodes, certaines thématiques qui sont encore méconnues. Et même si des historiens publient, ça reste souvent dans le milieu un peu fermé de l'université. C'est vrai qu'il faut, en fait, il y a une espèce de gap, il y a un pont à faire, effectivement, entre l'université et la vulgarisation, donc les enfants et le grand public aussi. Ça peut passer par plein de supports, en fait. La télévision peut jouer ce rôle-là aussi. Oui, une fois que les historiens ont travaillé. Bien sûr. Après, il faut peut-être inciter les historiens peut-être à aller, selon la demande précisément, aller vers tel ou tel... Après, c'est pas forcément... Enfin, tous les historiens ne sont pas non plus médiatisés, ne souhaitent pas forcément l'être. Parce que le métier d'historien, c'est avant tout un métier... au contact des sources et des contenus et pas forcément un métier de transmission et de vulgarisation, même si certains historiens sont professeurs, mais d'autres ne le sont pas du tout. Et donc, c'est aussi pour ça que qu'Oliron à la Caraïbe existe. On va y venir. Moi, j'ai senti quand même, il y avait une forme d'injustice, en fait, tu sais, dans les événements qui se sont produits en 2020, à l'égard des historiens. Parce qu'on aurait pu, par exemple, s'agissant des statuts, avoir trouvé un lieu pour les mettre, pour expliquer, pour dire Colbert, pour dire Joséphine, pour dire ceci. Mais à l'égard des historiens, moi, j'ai trouvé ça assez injuste. Comme si on leur faisait une espèce de procès. Je ne sais pas comment tu as vécu ça. Oui, alors pour ma part, j'étais très surprise, déjà le 22 mai, mais ensuite, pour moi, il y a un certain nombre
les destructions de statues ne sont pas toutes à mettre sur le même pied d'égalité. Oui. Il y a une différence entre Colbert et Victor Schellcher. C'est clair. Donc déjà, il y a des enjeux qui sont propres à chez nous et relier ces destructions-là au mouvement de destruction qui a suivi par la suite, c'est pas juste parce que c'est pas le même enjeu et ce sont pas les mêmes mouvements. Maintenant, c'est vrai que ça a permis de montrer à quel point certains aspects de l'histoire étaient méconnus et mal compris et que moi j'ai un peu le sentiment qu'on s'est un peu arrêté aux années 70 dans la manière de percevoir l'enseignement de l'histoire. Beaucoup de personnes projettent ce qu'elles ont connu en tant qu'élèves et qui n'est pas la réalité du terrain aujourd'hui. Et donc, notre rôle à nous, professeurs d'histoire géo, c'est de montrer que les choses ont bougé largement et qu'on n'enseigne pas du tout les mêmes choses et qu'on ne donnait pas tant de place que cela à Victor Schellcher dans l'abolition de l'esclavage en Martinique, de toutes les manières. Donc, du coup, pour moi, il y avait un décalage certain entre cette réalité-là que je pratique. Et puis une rhétorique. Et c'est ça, une rhétorique qui est militante et voire indépendantiste, qui est utilisée certainement à des fins précises, mais qui n'est pas... c'est pas la réalité du terrain. En fait, il y a une instrumentalisation de l'histoire, en fait. C'est ça, une orientation, une politisation. Je pose la question à l'avocate. L'avocate aurait tendance à dire quand même, moi je parle simplement, même en tant que quelqu'un qui a grandi ici, on revient quand même de loin. Moi je me rappelle, au CP, je devais être la seule blanche de la classe et on nous parlait des Romains et des Gaulois et les gens se battaient pour dire non, moi j'étais Romain, moi j'étais Gaulois. On m'avait envoyé chez la directrice parce que j'avais dit mais non, il y avait l'esclavage. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, on est face à une douleur qui est une douleur de mémoire, j'ai l'impression. Une douleur de mémoire. Voilà, mais qui est pas apaisée parce que il y a, je trouve, tout le monde ne se sent pas concerné par ce crime contre l'humanité. Et souvent, on a des réactions. Oh, ça va. Non, ça ne va pas parce que justement, on n'a pas assez ce devoir de mémoire et on est dans le flou. Je veux dire, quelqu'un qui, moi je vais pas dire mon âge, mais quand j'étais petite, c'était il y a quand même un certain moment. Aujourd'hui, on en parle, mais sur Victor Schellcher, je veux dire, détruire une statue, c'est jamais bon, mais en même temps, c'est un indicateur d'une souffrance. Non, mais ce que dit... non, mais parce qu'on a eu, même dans le cadre de ce procès, ça a duré des heures, beaucoup d'échanges même. Ce qu'il y a, c'est que il y a un moment où il faut une vérité. Et quand on a l'impression qu'on nous ment, quand on a l'impression que, par exemple, on aurait présenté Victor Schellcher comme un grand libérateur alors qu'il aurait fait des compromis pour obtenir cette libération et qu'on oublie simplement de dire ça. Après, je sais pas mais si c'est l'histoire en même temps. Mais ça, c'est l'histoire. C'est pas juste. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais je veux dire... les historiens, non. Mais là, précisément... Non, mais il faut se mettre à la place des gens, des jeunes, précisément, qui disent « Ah, on nous a menti ». Alors, en fait, ils ont un besoin d'histoire. Non, Emmanuel, non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est exactement ce qu'elle a dit. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Les historiens, par rapport à Schellcher, et moi je te dis... Mais justement, moi je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que c'est ce qui s'est dit. Oui, mais il faut arriver à un moment où tu dis non. Par exemple, s'agissant de Schellcher, moi je ne suis pas spécialiste, il suffit d'aller, tu as accès au texte de Schellcher. Tu as de Lépine qui, lors de je ne sais plus quelle commémoration, c'était le 100e anniversaire, je ne sais quoi, qui a fait un magnifique texte. C'est un historien quand même qui compte. À Schellcher, attends, non mais j'entends ce dire, mais il faut... Non mais attends, je précise ma pensée. Parce que ce que je veux dire, c'est pas ce que je pense moi. Oui, j'ai compris. Je me place dans la peau d'un jeune qui a un besoin d'histoire, qui a un besoin de mémoire, qui a besoin de reconnaissance dans ses douleurs et qui va tout mélanger. Et on fait aujourd'hui dire tout et n'importe quoi dans les réseaux, un texte sur Schellcher ou un texte sur X, Y ou Z. Et moi, je me dis simplement, si le jeune ou si cette partie de la population qui a soif de justice, en fait, en réalité, n'a pas les bonnes informations... Voilà. Mais Elsa t'a répondu, Elsa t'a dit qu'il y a une dichotomie entre cette impression-là qui est survalorisée, qui est surmédiatisée avec les réseaux sociaux, qui change la donne. Les réseaux sociaux changent tout. Et ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qu'elle t'a dit. En fait, pour moi, les événements et les destructions des statues, notamment de Victor Schellcher, parce que pour les autres statues, c'est différent, mais pour les statues de Victor Schellcher, ce 22 mai 2020, en réalité, ce n'était pas Schellcher qui était visé, c'était la France, c'était l'État français. Oui, voilà. Ouais, c'est ça.
Et donc ensuite, nous, évidemment, on va apporter un éclairage historique, expliquer les choses, mais avant tout, c'était une attaque politique. Voilà. Il faut lui donner la mesure qui est la sienne. Maintenant, d'un point de vue historique, quand on interroge les spécialistes, ceux qui ont produit et travaillé sur le personnage de Victor Schœlcher, on voit qu'en fait, les choses n'étaient pas aussi simples que l'on croit, qu'on ne le croit. Oui. Et donc, en fait, ça révèle une certaine méconnaissance de l'histoire politique de la France hexagonale à ce moment-là, parce que c'est bien ça l'enjeu. Maintenant, ça ne s'oppose pas, il n'y a pas d'opposition à avoir entre l'abolition en France grâce à Victor Schœlcher et l'abolition ici arrachée par les esclaves. Et alors là, ça va nous intéresser. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de frise mondiale aussi. Ouais. Et c'est ça aussi la façon d'enseigner. Exact. Parce qu'il y a aussi un biais, enfin moi je le dis, moi je ressens ça en tant que Martiniquaise, on a l'impression qu'on est seul au monde. 1848, c'est les esclaves, mais c'est toute l'Europe. C'est toute l'Europe qui se révolte, les peuples, on parle des printemps des peuples, c'est ça. Enfin, j'ai appris ça parce que ma fille l'a appris l'année dernière à l'école. Donc ça fait, si je l'ai appris, je l'avais oublié. Oui. Mais il faut replacer ça et c'est une façon aussi d'aborder l'histoire aujourd'hui qui est nouvelle, cette espèce de vision un peu globale. Absolument, l'histoire globale a vraiment renouvelé et d'ailleurs c'est en lien avec la loi Taubira, justement, elle a renouvelé cette manière d'enseigner. Bien sûr, c'est partie de la recherche, mais ce qui est intéressant aussi, quand on parle de l'esclavage, c'est de replacer dans le contexte caribéen, parce que finalement, il y a un certain nombre de révoltes qui ont émaillé quasiment toute la période, avec pour point d'orgue la Révolution haïtienne. Et donc, à partir de là, l'esclavage, la traite n'était pas du tout pareil. Les colons savaient très bien qu'il y avait une contestation de plus en plus vive. Et donc, l'abolition de l'esclavage arrive dans un contexte où, en fait, on va abolir pour préserver la colonie. On abolit, oui, mais le système colonial, lui, ne bouge pas. Et c'est une concession pour continuer à fonctionner en colonisation. C'est comme ça, en fait, qu'on enseigne à nos élèves et que l'on explique que 1848, c'est la liberté pour les esclaves, mais ce n'est pas du tout de la fin de la colonisation. On a un système politique et un système de contraintes qui perdure d'une autre manière. Et donc, finalement, là, c'est mon côté un peu plus géographe qui parle. Le prolongement de la colonisation, c'est le capitalisme, c'est la mondialisation et c'est donc l'ouverture des frontières. Le modèle lié à la colonisation, c'est tout simplement insufflé ou c'est transformé en une interdépendance mondiale d'un point de vue économique et politique. Et donc pour moi, voilà, c'est le capitalisme, c'est bien le capitalisme qui est dans la colonisation. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi aujourd'hui, il n'est pas vraiment juste de dire qu'on est en colonie Martinique. Non, on est dans un système capitaliste mondial. Et donc les dominants de l'époque et les dominés d'aujourd'hui sont les mêmes ici, mais ce n'est pas le cas dans les autres colonies françaises où il y a toujours des dominants et des dominés autrement. Alors, au niveau de la Caraïbe, on va en parler, mais je veux donner la parole à Emmanuel sur la SACEM. Donc, on a parlé un petit peu de tes axes prioritaires, de quelques-uns des axes. Comment tu envisages ta mission, là? Donc, les enjeux, on imagine qu'avec le confinement, le Covid, c'est difficile pour les artistes. Toi qui parlais de marché, en fait, de modèle économique. Alors, c'est difficile pour tout le monde, parce que pour bien comprendre déjà ce qu'est la SACEM, donc la SACEM est une coopérative d'auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, et en fait, elle va collecter les droits d'auteur en lieu et place des auteurs-compositeurs et leur répartir. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, les collectes sont affectées et donc les répartitions aussi, non seulement parce qu'il y a de moins en moins de concerts et qu'en plus, plus ça va être compliqué, en tout cas sur les semaines et mois à venir, mais aussi parce que les diffuseurs ont souffert de la crise. Alors quand je dis diffuseurs, ça va être les radios, les télévisions. Voilà, mais pas que, parce que mine de rien, bon, les radios télé, ça va encore, mais le bar du coin, le restaurant qui était en couvre-feu, qui a eu des périodes de fermeture, il y a en fait beaucoup d'acteurs, parce que mine de rien, il y a quand même énormément de diffuseurs de musique qui ont souffert de ça. Et puis bon, le plus gros problème, c'est les concerts. Donc là... dans les mois à venir, c'est d'essayer de préserver ce qui existe et puis d'aller un peu plus loin sur... il y a le live stream, donc d'encourager en fait de nouvelles façons d'exploiter, de diffuser la musique, comme le live stream par exemple. Mais il y a aussi... on a aidé dans le cadre un dispositif qui s'appelle Tous en live, les diffuseurs qui ne sont pas habituellement des diffuseurs de musique, c'est-à-dire... Alors quand je dis les diffuseurs, il faut que je reprécise, mais ce serait un restaurant, par exemple, qui ne fait pas habituellement venir un groupe, mais les encourager en les aidant financièrement, les soutenant à faire vivre de la musique dans leur lieu d'activité.
Donc voilà, on est plus sur des problématiques comme ça dans les temps à venir, qui affectent complètement d'autres problématiques hors Covid, qui seraient de s'ouvrir à la Caraïbe. Oui. Ça a l'air d'être d'une de tes priorités. Absolument, oui, parce que en fait, on est quand même dans un archipel qui a une richesse culturelle, musicale extraordinaire, avec beaucoup de collaborations et avec des droits qui ont besoin d'être préservés et je pense des coopérations, voilà. Mais des coopérations artistiques pour la création ou des coopérations pour la diffusion, en termes de marché Alors, sur la SACEM, pour se cantonner à la SACEM, ce serait que voilà, plus les auteurs-compositeurs caribéens sont protégés. Donc nous, on est un peu... en Martinique, mais pour moi, il y a tellement de collaborations, tellement d'auteurs-compositeurs, par exemple, je sais pas moi, en Jamaïque ou sur une île proche, qui pourraient avoir des titres qui sont diffusés, mais comme ils sont pas membres ou qu'ils n'ont pas protégé leurs œuvres, donc il y a toutes ces problématiques-là qui sont du droit pur et dur. Et après, dans le cadre de l'action culturelle, nous, la SACEM, on soutient. Bon, après, on n'a pas encore de programme de ce type en cours, mais moi, je rêve de soutenir un festival caribéen ou quelque chose comme ça. Faisons ça, un festival. Oui. Caribéen, Martinique, quand il n'y aura plus le Covid. Ou bien il faut imaginer digitalisation. Il faut qu'on arrive à se projeter dans ça, hein, mesdames. On ne sait pas quand on va finir. Hein. Moi, je dois vous dire qu'il se passe quand même des choses en ce moment. C'est le métaverse là, de Zuckerberg. Là, ça fait peur à tout le monde. Moi, ça me fait peur. Je dois vous dire que, par exemple, pour la musique et pour les gens, c'est en fait... c'est une opportunité. C'est... En tout cas, un lieu virtuel où il y aura des exploitations musicales et tout ça, enfin, est déjà en train d'être étudié en termes de droit, ça me fait etc. peur, ça, hein. C'est très effrayant, mais malheureusement, on est en train de voir l'histoire se faire et la virtualisation se développer. Sauf que ça se fait sous l'égide de gens, de privés, en fait, de grosses compagnies, de grosses sociétés qui sont des mastodontes, qui ont plus de moyens que des États et qui nous amènent dans une direction, là, déjà qu'on est un petit peu... on s'adapte, on est obligé, mais personnellement, c'est le métaverse. Hein, c'est le métaverse. Mais vous savez, au début, quand le digital est arrivé, on disait, mon Dieu, par exemple, pour en revenir aux préoccupations de la musique, hein, mon Dieu, la musique va mourir, le CD, comment on va faire sans les CD? Maintenant, aujourd'hui, personne n'achète de CD. Mais pas avec les vinyles, ça revient. J'ai vu qu'en 2020, il y a eu de belles ventes de vinyles, 4,5 millions de vinyles en France. Absolument. Avec de bons résultats. Oui. Les chiffres, en tout cas, du syndicat national de l'édition phonographique sont assez bons en France. Absolument. En Martinique, peut-être que c'est un peu plus... Non mais voilà, vous allez avoir des gens qui vont aller dans la métaverse et puis d'autres qui vont continuer à aller dans leur jardin. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. En fait, faut pas... c'est sûr que c'est effrayant, mais en tout cas, à chaque nouveauté comme ça, il faut penser aussi aux droits qu'il y a derrière, etc. Et en tout cas, à la SACEM, nous, on est assez précurseurs là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire une petite dédicace, puisqu'on a maintenant à la SACEM une directrice générale qui s'appelle Cécile Rabeber et qui est également une ancienne avocate. Et qui est donc une femme pour la première fois aussi à la SACEM. Et qui est celle qui a... piloter tous les contrats avec YouTube, Facebook, etc. et qui a positionné la SACEM en leader à ce niveau-là. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui se recréent. Et que dans la musique, de toute façon, on en a besoin. Et on continuera de vivre avec. Et nous, la SACEM, on continuera de négocier les droits pour nos auteurs-compositeurs. Un petit mot, donc, il reste peu de temps, en fait. On a beaucoup parlé de... Mais en même temps, on est tellement vif du sujet. Hein. Pardon, faut pas inviter d'avocat. Non, mais au début, elle n'a pas parlé, puis maintenant, bon. Mais très bien. Oligouan-la Caraïbe, donc on est au cœur du sujet qu'on a abordé. C'est vulgarisation, entre guillemets, c'est faire savoir, et puis décentrer un peu le regard. Exactement. Déjà, rappeler que Oligouan-la Caraïbe, ça veut dire autour de la Caraïbe, en créole. Et donc, c'est on va dire, notre point d'ancrage. En histoire, par exemple, renouveler certaines approches historiques en s'adaptant et en partant de la Caraïbe. Quand on a parlé de l'esclavage tout à l'heure, quand on s'occupe des événements au départ de la Caraïbe, on a une autre histoire qui vient s'ajouter à une histoire plus européocentrée. Et puis aussi s'ouvrir d'un point de vue géographique, parce que on a l'impression que c'est moins au cœur d'une demande sociale. La géographie, ça n'a pas l'air de trop poser question, sauf que moi, ça m'interpelle quand même d'avoir des jeunes qui sont sur une île des Petites Antilles et qui ne connaissent pas leurs voisins et qui ne savent pas forcément les situer, qui n'ont pas d'ouverture
l'ouverture culturelle. Et donc, quand on parle de géographie, on parle aussi de cela. On parle aussi du rapport avec la France. D'un point de vue économique, comment dirais-je, cette importance des liens économiques avec la France qui empêche et qui ne permettent pas forcément des échanges économiques avec ses voisins. Donc, il y a des enjeux, notamment de puissance, d'un point de vue géopolitique également dans le bassin, notamment avec la présence de la Chine également dans beaucoup de territoires caribéens, notamment des Grandes Antilles. Donc, voilà, c'est s'intéresser à toutes ces questions-là, même liées à la démographie. Chaque année, on voit que la population diminue. Pourquoi? Quels enjeux? Enfin, voilà. En passant, comme tu parles de ce thème-là, démographie, c'est des évolutions qui sont comparables absolument. Dans les autres îles. Exactement. Ça baisse. Alors, on a une moins baisse, que nous, mais beaucoup moins, et beaucoup moins centré sur une génération. Chez nous, on a vraiment, on va dire, les 25-35 ans, on a une tranche qui interroge beaucoup, avec une forte déséquilibre entre hommes et femmes sur cette tranche-là, pas sur le reste, pas globalement. Mais on a des enjeux qui sont quand même importants en termes de départ de jeunes. Et puis maintenant, de baisse de naissance, vieillissement, et puis maintenant, baisse de la natalité. Exact. Pour la première fois en 2020, on a eu plus de décès tout à fait, que de naissances. 3580 décès, 3523 naissances, il absolument. me semble. Première fois. Et sol naturel bien sûr. Négatif, donc c'est des enjeux. Donc, au Lion-la-Caraïbe, c'est une association avec une soixantaine de professeurs d'histoire. Alors, une soixantaine de membres, que tout le monde peut devenir membre. On n'est pas du tout... c'est pas une association de profs pour les profs, c'est bien une association tournée vers le grand public. Moi, j'ai eu la chance d'aller assister à une projection d'un film que vous avez fait sur Frantz Fanon. Oui, tout à fait. Donc, c'est un film qui raconte qui était Frantz Fanon et c'était très intéressant. Il y avait plein de gens dans la salle. Oui, tout à fait. Et vous faites des podcasts des vidéos, d'autres types d'événements, type une université populaire qu'on appelle l'université au Lion-la-Caraïbe, où voilà, on enseigne à des gens en utilisant les outils de visioconférence. Eh bien, on propose un week-end de cours sur des thématiques variées à des périodes. Vraiment, on est ouvert. On a beaucoup de membres qui sont membres pour soutenir, pour nous aider à financer. Et puis, on a une quinzaine de professeurs d'histoire géo actifs qui produisent les contenus, dont certains font de la recherche aussi. Je ne t'ai pas demandé ça. C'est quoi ton thème de prédilection? Alors, moi, je suis géographe de formation, même si j'aime beaucoup l'histoire antillaise. Et je travaille principalement, en tout cas, je suis intéressée beaucoup sur les questions liées au patrimoine et à la patrimonialisation. Donc, tous les enjeux d'acteurs autour de la construction d'un objet de patrimoine, d'un point de vue de géographe et de tourisme, bien sûr. D'accord. Il faudra te réinviter pour que tu nous en dises un peu plus, parce que c'est un peu technique. Oui, avant de conclure, on a encore une dernière rubrique. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Question rituelle de cette émission, Emmanuel. L'homme. L'homme. Qui t'a le plus influencé? Mais je veux dire, dans ma vie ou dans ta vie, ou ça peut être un homme, ça peut être une icône, ça peut être quelqu'un de ta famille. Beaucoup de gens qui disent mon père, ou des gens qui disent je sais pas, ou il n'y a pas d'homme, enfin bon. J'allais dire ma mère, mais c'est pas un homme. Non, moi, en charnière dans ma vie, en homme, j'ai envie de dire Bob Marley, parce que en fait, déjà j'ai appris l'anglais avec ses textes. Et je crois que je connais toutes ses chansons par cœur. Wow. Et la philosophie de Bob Marley, je la trouve assez extraordinaire. Et donc, dans ma vision du monde, je pense qu'elle m'a influencée. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. I have no fear from atomic energy. Voilà. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Je ne serai pas originale. Mon père d'abord et tous les autres hommes de ma famille en réalité, tous mes oncles en particulier, parce qu'ils ont tous en commun d'être des travailleurs acharnés. Moi, je viens d'un milieu rural. Je les ai vus tous travailler. De quelle commune? Alors moi, je viens du Marigot, même si la majorité de ma famille est à Sainte-Marie, du côté de ma mère. Et c'est vrai qu'ils ont tous en commun cette importance pour le travail bien fait. Et mon père en particulier m'a toujours poussé à faire des études, ce que lui, il n'a pas eu la chance d'avoir. Petit jingle, le mot de la femme. Après, c'est fini. Dis. Le mot de la fin. Bon, Emmanuel me chuchote. Qu'est-ce que tu voulais dire? Le mot de la fin. Donc, c'est le mot de la fin. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Quelque chose que tu aurais oublié de dire? Oui, j'ai oublié de faire un hommage à mon père, qui est un homme extraordinaire et qui m'a beaucoup guidée dans ma vie, notamment par son humanité. Et ce sera ton mot de la fin?
Non, parce que en fait, je m'en veux de ne pas avoir pensé à lui tout de suite. Oui, mais c'est pas grave. Mon mot de la fin, il serait plutôt tourné vers l'espoir. Déjà, je trouve qu'on a eu une conversation passionnante. Oui. Voilà, c'est une émission de femmes. Je trouve que voilà, notre génération, j'ai déjà dit tout à l'heure, a beaucoup de chance. Et je suis heureuse, moi, d'être une femme aujourd'hui et de pouvoir faire avancer les choses dans ce monde qui avant était réservé aux hommes dans l'action. Ton mot de la forme, ton mot de la fin, Elsa? Mon mot de la fin, déjà, fais un petit coucou appuyé à toutes ces femmes d'Oliron la Caraïbe qui produisent avec moi et qui sont avec nous. On a des hommes aussi, hein, parce que nous, on croit... C'est pas une émission, on est contre les hommes. C'est une émission, on fait parler les femmes. On aime les hommes. Hein. C'est cela. On vous aime, messieurs, on vous aime beaucoup. Hein. Tout à fait, c'est important de le signaler. On est vraiment... Quoi? Il va leur parler comme ça. Pourquoi? Il faut dire, mais on vous aime, on vous aime beaucoup. On vous aime, on vous aime. Non, mais bon, voilà, je culpabilise un petit peu. Non, mais c'est important, c'est important de le signaler, j'allais le dire, c'est que pour moi, le féminisme, c'est important avec les hommes. Bien sûr. Voilà, c'est une vision, toutes les féministes ne partagent pas cet avis, mais moi, je suis d'avis que c'est important d'inclure l'homme et de lui donner une place. Et j'ai envie de dire à ces messieurs, n'ayez pas peur des femmes, on ne mange pas. Et c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, ces jours-ci, on parle de plus en plus des femmes, d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Donc, c'est une bonne chose de les mettre en avant, mais ce n'est pas une opposition. Voilà. Ok, en tout cas, merci d'avoir été les invités de FOM sur Zitata. Je vous souhaite encore une bonne année. Merci. Avec Oliron la Caraïbe, avec la SACEM pour nos artistes martiniquais, nos artistes femmes et nos artistes hommes. Toujours plus de musique et d'art. Ouais. Cette émission est terminée. Je vous retrouve dans quelques temps avec d'autres femmes tout aussi inspirantes. À bientôt. Restez sur Zitata. FOM.